Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Voici donc la partie C du chapitre sur les fonctions à plusieurs variables. Donc nous allons apprendre à calculer des intégrales doubles. Alors tout d'abord un petit rappel sur les intégrales simples, donc les intégrales de fonctions à une seule variable. Donc vous vous rappelez, l'année dernière en outil logiciel, nous avions calculé les valeurs rapprochées d'intégrales simples à l'aide de la méthode des rectangles, les trapèzes, etc. Et par la même occasion, nous avions redéfini, si je puis dire, l'intégrale d'une fonction à une variable. Donc en fait, pour cela, imaginons que nous souhaitions calculer l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentant y égale f de x et les droites d'équation x égale a, x égale b. Pour cela, nous allons découper l'intervalle AB en n sous-intervalles de même longueur h, et puis nous allons calculer l'aire de chaque rectangle ici. On obtient en totalité l'aire totale de tous ces rectangles qui va être la somme discrète des f de xi fois h, somme pour i variant de 1 jusqu'à n. Et bien évidemment, lorsque l'on souhaite approximer l'aire que j'ai décrit précédemment par l'aire de tous ces rectangles, il y a évidemment des erreurs d'approximation qui ne sont pas négligeables. Et donc pour les éviter, si je puis dire, les mathématiciens se sont dit, eh bien, nous allons faire tendre n, le nombre de sous-intervalles ici, vers plus l'infini. De cette façon-là, évidemment, vous comprenez bien que h, le pas d'intégration, va tendre vers 0, et donc l'erreur d'approximation elle-même tend également vers 0. Eh bien, il s'agit d'une limite. Donc, si cette limite est finie, à ce moment-là, on dit que la fonction f est intégrable sur l'intervalle fermé AB, et on note cette limite avec le symbole de l'intégrale que vous connaissez bien de f de x dx sur l'intervalle AB. Donc je vous rappelle ici la notation. En fait, par passage à la limite, le sigma, la somme discrète, devient somme continue. Donc le symbole de l'intégrale, c'est un S allongé en fait. Et puis vous allez avoir h qui va devenir dx. Et dx, c'est quoi? Eh bien, ça va être une variation infinitésimale de x. C'est comme ça que l'on note en mathématiques une variation infinitésimale de x. On multiplie par f de x qui devient f de x par passage à la limite ici. Et donc, nous obtenions ici l'aire infinitésimale de ce petit rectangle ici. Et après, nous faisons la somme, quand x varie entre a et b, de toutes ces aires infinitésimales. Et on obtient donc l'intégrale que je viens de décrire précédemment. Nous avions aussi étudié le théorème suivant, qui nous dit la chose suivante. Si on travaille avec une fonction continue sur un intervalle fermé AB, alors forcément, elle va être intégrable sur l'intervalle fermé AB. Autrement dit, si la fonction est continue ici sur un intervalle fermé AB, eh bien l'aire comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentant f et les droites x égale a, x égale b, va être forcément finie. Donc la fonction intégrable sur l'intervalle fermé AB. Alors maintenant, nous allons définir les intégrales doubles de la même façon. Alors, donc vous avez une fonction f de xy qui est représentée par la surface. Donc ici, en rouge, est tracée la surface d'équation z égale à f de xy. Et vous souhaitez intégrer, si c'est possible, la fonction à deux variables, f de xy, en x et en y. C'est comme ça que nous allons le noter. Intégrale double en x et en y. Donc en fait, ici, x, si vous regardez bien, x varie entre a et b et y entre c et d. Donc on va écrire ici l'intervalle AB, puisqu'on commence par calculer l'intégrale en x, puis l'intervalle CD ici. Voilà pour les notations. Si nous avions interverti des y et des x, nous aurions interverti également les bornes ici. Alors, concrètement, donc ça c'est la notation, d'accord? Maintenant, par similitude avec la définition d'une intégrale simple, ici, en fait, on divise l'intervalle AB, l'intervalle des x, en n sous-intervalles de même longueur h. Et on divise l'intervalle y en m sous-intervalles de longueur k. Et à ce moment-là,
on va travailler exactement de la même façon. On va calculer ici, vous voyez, le petit rectangle de côté H et K, et l'aire de ce petit rectangle, c'est H fois K. Nous allons le multiplier par f de xy, en ce point-là, évidemment. D'accord? Donc ici, on va avoir f de, alors xi, yj, pourquoi je les note comme ça? Eh bien tout simplement parce que j'ai découpé chacun des intervalles en n et m sous-intervalles de même longueur, et donc ici en i, je vais avoir xi, et en j, yj. D'accord? Et puis après, je vais faire la double somme. La double somme de ces volumes, puisque je vais obtenir un volume là, quand je vais multiplier par, là j'obtiens f de xi, yj, d'accord? Je multiplie par z, ce z là, et donc j'obtiens un volume, le volume de ce parallélépipède rectangle, qui est donc h fois k, f de xi, yj. Donc je fais la somme de tous ces volumes que j'obtiens ici, et je somme en i et en j. Peu importe ici l'ordre de sommation, hein, puisqu'on obtient le même résultat, puisqu'elles sont infinies. I varie de 1 jusqu'à n, et j de 1 jusqu'à m. Voilà. Alors évidemment, il y a des erreurs d'approximation, comme on peut le constater ici sur ce schéma, ici. Et donc les mathématiciens se sont dit, eh bien, nous allons faire tendre vers plus l'infini, n et m. Autrement dit, le nombre de sous-intervalles qui divisent en fait l'intervalle des x et l'intervalle des y respectivement. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on calcule la limite de cette double somme? Eh bien, soit on va obtenir une valeur finie, soit on va obtenir une valeur infinie. Si cette limite est finie, à ce moment-là, on dit que la fonction à deux variables f est intégrable sur le domaine d'intégration qui ici est sur le plan x ou y, hein, vous le voyez, c'est ce rectangle ici, d'accord? Et on note alors cette limite à l'aide d'une intégrale double de f de xy dx dy. Voilà, et ici, le domaine, sur cet exemple-là, c'est le produit cartésien des intervalles fermés AB et CD. Voilà, mais j'aurais pu très bien choisir un domaine tout autre. Ici, c'était peut-être pour faciliter aussi le schéma. Voilà, donc nous obtenons le même théorème que lorsque nous avons affaire à une fonction à une seule variable, donc à une intégrale simple, soit f une fonction continue sur son domaine D qui est fermé, un domaine fermé de R2, d'accord? Donc par exemple un produit cartésien d'intervalle fermé, alors l'intégrale double grand I existe et est finie sous-entendu. Et donc f est intégrable sur le domaine fermé. Donc vous voyez qu'en fait, il va nous falloir d'abord expliquer ce que c'est qu'un domaine fermé de R2 avant d'aller plus loin. Allez, c'est parti. Donc, première définition, qu'appelle-t-on un domaine fermé de R2? Eh bien, c'est tout simplement un domaine du plan qui est délimité par une courbe fermée. Alors, premier exemple, le produit cartésien des intervalles 0,1 fermé et moins 1, 3, c'est l'ensemble des couples xy de R2, tels que x est dans l'intervalle 0,1 et y dans l'intervalle moins 1, 3. Je vous rappelle que dans le produit cartésien, ici, la première variable x appartient au premier intervalle et la deuxième variable y au deuxième intervalle. Et nous verrons également le deuxième domaine, qui est l'ensemble des couples de réels xy, tels que x moins 2 au carré plus y plus 3 au carré est inférieur ou égal à 4. Allez, je vous laisse tracer ces deux domaines, mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Un petit rappel sur l'équation d'un cercle, je pense que ce ne sera pas du luxe que de vous redonner cette formule. Allez, je passe à la solution. Alors, le premier domaine ici, donc je vous ai dit que x est dans l'intervalle 0,1 et que y est dans l'intervalle moins 1, 3. Moins 1, 2, 3. Donc, le domaine D1 est donc délimité par la courbe fermée que je dessine ici, donc par le rectangle. Donc, ce domaine, eh bien, c'est un domaine fermé de R2. Donc, D2 est fermé.
Alors, si j'avais eu, par exemple, d'E'2 égale à l'intervalle ouvert en 0, fermé en 1, croix l'intervalle fermé moins 1, 3. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, je n'aurais pas eu ici de courbe. Autrement dit, D'2 est délimité par une courbe qui n'est pas fermée puisqu'elle s'arrête ici. Hein, il n'y a pas de trait ici. Voilà, donc D'2 est ouvert. Voilà, c'est un exemple pour vous montrer domaine fermé, domaine ouvert de R2. Alors, deuxième exemple, alors je vous ai donné en rappel l'équation d'un cercle de centre oméga et de rayon R. Donc ici, attention, vous avez inférieur ou égal, donc ça veut dire que c'est un disque. D'accord? Ça veut dire qu'il s'agit d'un disque. Voilà, il s'agit d'un disque. Donc là, c'est le disque. De centre, eh bien, oméga, le point de coordonnées 2, moins 3. Et de rayon 2. Puisque ici, on a R au carré. 4, c'est R au carré. D'accord? Si jamais vous ne savez pas, vous revenez en arrière. Alors, donc ici, je trace le point de coordonnées 2, moins 3. C'est donc le centre de mon domaine, ici, le centre du disque, et il est de rayon 2, donc je vais obtenir, je vais essayer de faire bien les choses, mais je vais obtenir ceci. Voilà, on dirait plus une patate qu'un disque, mais c'est pas si mal. Voilà, donc ça c'est D2. Donc vous voyez que D2, ici, il est délimité par une courbe fermée, donc D2 est fermé. Tiens, j'ai mis D2 et D2 là. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur d'écriture. Voilà. Et voilà. Alors, maintenant, je vous pose une question, le temps que j'écrive tout ça. Si jamais, à la place de l'inégalité large dans D2, je mets une inégalité stricte, que se passe-t-il? Alors, autrement dit, si j'ai D'2, qui est égal à l'ensemble des couples XY, tels que x-2 au carré plus y plus 3 au carré est strictement inférieur à 4, et bien à ce moment-là, j'obtiens un disque ouvert, c'est-à-dire que je n'ai pas ce qu'on appelle aussi la frontière ici. D'accord? Le cercle ne délimite pas mon domaine, donc il est ouvert. Voilà, donc nous, dans ce chapitre, nous n'allons travailler que sur des intégrales doubles sur domaine fermé de R2. Allez, c'est parti. Alors, donc nous revoyons ce théorème. Donc si f est une fonction continue sur le domaine D, un domaine fermé de R2, à ce moment-là, la fonction f est intégrable sur le domaine D et l'intégrale double f de xy dx dy sur le domaine D existe et est finie. Donc, je vous rappelle l'interprétation graphique. Quand nous calculons l'intégrale d'une fonction à une variable sur un intervalle AB, nous obtenons l'aire algébrique, d'accord, puisque ça fait appel au signe de la fonction, du domaine, compris entre la courbe représentant la fonction, donc grand C indice F, l'axe des abscisses, donc OX, et les droites d'équation x égale A, x égale B. Eh bien, ici, par analogie, nous allons obtenir la même interprétation. C'est-à-dire que vous avez ici l'intégrale double sur le domaine D de la fonction à deux variables f de xy, dx, dy, d'accord? Eh bien, on va obtenir quoi ici? On va obtenir f de xy fois dx dy, vous voyez, c'est dessiné ici, c'est le volume algébrique, si la fonction peut être négative. Là, elle est positive sur le schéma, donc je peux dire le volume. Donc c'est le volume de ce parallélépipède ici, et donc après, je fais la double somme, je fais la somme de tous ces volumes lorsque les couples xy ici, parcourent tout le domaine D. Donc, à la place d'une R algébrique, je vais obtenir un volume, d'accord? Donc ici, je vais mettre juste volume parce que ma fonction est positive, du domaine compris entre la surface, d'accord? Ça, c'est la surface, grand S indice F, c'est comme ça qu'on l'avait noté dans la partie A, entre la surface représentant F, le plan XOY et le domaine D, ici,
alors qui est un rectangle, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être une sorte de courbe comme ça, ou un disque, ou autre chose, hein, d'accord? Et le domaine D. Donc vous voyez, quand on augmente, si je puis dire, d'une variable, l'air devient volume, la courbe devient surface, l'axe des abscisses devient le plan X ou Y, et l'intervalle AB devient le domaine fermé du plan X ou Y. Alors, quelques interprétations sur les intégrales doubles. Alors, vous n'allez pas forcément reconnaître ce que j'ai écrit sur votre polycopier puisque j'ai ajouté quelques petites choses. Donc ici, c'est ce que je viens de vous raconter en fait, hein. Lorsque f est une fonction positive, alors l'intégrale double représente le volume délimité par le plan x ou y, le cylindre, hein, donc ici, voilà, parce que vous allez avoir z égale à f de xy ici, hein, d'accord, et donc le domaine ici, le domaine D sur lequel on calcule l'intégrale double, pardon. Alors, autres applications. Cas particulier, que se passe-t-il si f de xy est égal à 1? Eh bien, à ce moment-là, vous voyez ce qui va se passer. Là, vous avez votre domaine d'intégration. Imaginons que ce soit, voilà, ça c'est le domaine d'intégration. Et vous allez calculer dx, dy, le produit dx, dy. Dx est une variation infinitésimale de x et dy de y. D'accord? Donc quand vous faites le produit dx, dy, vous obtenez ici l'aire de ce petit rectangle ici. D'accord? De côté dx, dy. Et quand vous le multipliez par la fonction qui est égale à 1, bah, ça fait dx, dy. D'accord? Donc en fait, vous faites la double somme des petites aires de rectangle dx et dy lorsque xy parcourt tout le domaine D. D'accord? Je vous rappelle qu'en bleu, dans le plan, j'ai dessiné ici le domaine D, d'accord, dans le plan x ou y. Donc z, ça fait 1. Donc voilà. Donc en fait, on va obtenir quoi? Ben, quand on fait la double somme de toutes ces petites aires, on obtient l'aire du domaine D. Donc l'intégrale double permet aussi de calculer l'aire d'un domaine. Alors ensuite, d'autres applications en physique. Donc vous avez une plaque mince dont l'épaisseur est négligeable. On peut la représenter par un domaine du plan x ou y. On suppose que la masse surfacique est égale à mu de xy, c'est-à-dire que vous avez votre plaque, d'accord? Et en fait, sur cette plaque, en chaque point, la masse n'est pas forcément la même. D'accord? Parce que ça peut être par exemple une plaque de zinc qui a des aspérités, des imperfections, donc la masse en un point n'est pas forcément la même qu'en un autre. Donc ici, on note mu de xy, la masse au point, la masse surfacique au point de coordonnées xy. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On prend un dx, dy, d'accord? Et on multiplie dx, dy par cette masse surfacique. Alors, une masse surfacique, par exemple, ça va être, je ne sais pas moi, grammes par centimètre carré. D'accord? Et dx, dy, c'est en centimètres carrés, une unité d'air. Donc, on multiplie les deux, qu'est-ce qui se passe? Il reste des grammes. Donc, en fait, ici, mu de xy fois dx, dy, ça va être la masse d'un... en le point dx, dy, en fait. Hein, en le point xy, la masse unitaire, la masse infinitésimale ici. D'accord? Et on fait la double somme de toutes ces masses lorsque le couple XY parcourt le domaine D, parcourt la plaque. Donc on obtient la masse de la plaque. Tout simplement. Alors, autre application, si on souhaite calculer les coordonnées de G, le centre de gravité de la plaque précédente, on obtient alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 sur M de la double somme des abscisses fois la masse en XY ici. Vous voyez la masse infinitésimale ici. Hop, l'élément de masse. Voilà. Donc en fait, on pondère chaque abscisse par sa masse, si je puis dire, et on fait la double somme. Donc on va faire la somme de toutes les abscisses pondérées par leur masse, et on va diviser par la masse totale. Donc on obtient l'abscisse du point de gravité. Et pareil pour l'ordonnée du point de gravité. Voilà. Alors ensuite, autre application que vous pourrez étudier éventuellement en école d'ingénieur, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus,
Sous les mêmes hypothèses que précédemment, le moment d'inertie d'un domaine D par rapport à un axe delta peut se calculer à l'aide d'une intégrale double. Donc éventuellement, si vous voulez, je vous enverrai des exercices, mais c'est hors programme du DS. Voilà, donc là j'ai mis une petite astérisque parce que ça fait appel à la définition du moment d'inertie par rapport à un axe. Donc ça, vous l'aurez en PDF si vous le souhaitez, mais ça n'est pas au programme du DS, je le répète. Alors maintenant, quelques propriétés sur les intégrales doubles. Donc, un rappel des propriétés sur les intégrales simples pour commencer. Mais la propriété de linéarité, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. On peut sortir tout coefficient, toute constante multiplicative si vous préférez. La relation de Chasles, l'intégrale de f sur l'intervalle AB, c'est l'intégrale de f sur AC plus l'intégrale de f sur CB. Et puis, quelques inégalités. En fait, si f est inférieur à g sur l'intervalle AB, alors l'intégrale sur AB de f est inférieure à l'intégrale sur AB de g. Eh bien, nous allons voir des propriétés similaires sur les intégrales doubles. Alors, première propriété ici, donc soit D un domaine fermé de R2, f et g deux fonctions continues sur D, et alpha et bêta deux nombres réels. Alors, première propriété. Donc ça, c'est l'inégalité, la propriété d'inégalité que l'on vient de voir avec les intégrales simples, sauf que la fonction g ici, elle est nulle en fait. Donc si f de xy est supérieur ou égal à la fonction nulle sur le domaine D, alors l'intégrale double de f sur le domaine D est positive ou nulle. Deuxième propriété, la linéarité que vous reconnaissez, l'intégrale double d'une somme de fonctions est égale à la somme des intégrales doubles et on peut sortir tout constante multiplicative de chacune de ces intégrales. Enfin, la propriété qui est similaire à la relation de Chasles, si vous avez un domaine d'intégration D qui est la réunion disjointe de deux domaines D, donc D1 et D2, d'accord? Et bien à ce moment-là, l'intégrale double de f sur D est égale à l'intégrale double de f sur D1 plus l'intégrale double de f sur D2. Donc, voilà, on dit que deux domaines fermés sont disjoints si et seulement si leur intersection est vide. Alors, maintenant, nous allons passer enfin au calcul d'intégrale double. Alors, une intégrale double en coordonnées cartésiennes pour commencer. On verra par la suite les changements de variables en coordonnées polaires, coordonnées cylindriques, etc. Ah non, ça c'est pour les intégrales triples cylindriques. Bon, ça sera après. Alors, tout d'abord, le théorème de Fubini nous dit que pour calculer une intégrale double, à condition que notre f soit intégrable sur le domaine D, ça c'est la première hypothèse, eh bien, on peut calculer cette intégrale double, soit en commençant d'abord par intégrer par rapport à x, ou d'abord par rapport à y. D'où l'égalité qui est ici. Alors peut-être que vous ne voyez pas bien la différence entre ces deux expressions. Eh bien ici, regardez, ici j'ai x en premier et y à la fin. Donc ça veut dire que j'intègre d'abord par rapport à x et après par rapport à y. Donc ici, il faudra que je recherche les bornes de façon à ce que je puisse parcourir avec les couples XY tout le domaine D et seulement le domaine D. Donc là, ici, qu'est-ce que je vais obtenir cette fois-ci? J'intègre à la fin par rapport à x et en premier, j'intègre par rapport à y. Donc il est vraiment important de bien comprendre ici. J'intègre d'abord par rapport à y, puis ensuite par rapport à x. Voilà. Autrement dit, l'ordre dx, dy est importante. Alors, pas dans le résultat final. Dans le résultat final, j'ai la même chose, et ça, c'est le théorème de Fubini qui nous le dit. Mais par contre, quand je vais mener les calculs, il faudra bien que je fasse attention, au départ, à me poser la question, j'intègre d'abord par rapport à quelle variable? X ou y? Les bornes risquent de changer, sinon. Vous allez comprendre par la suite. C'est parti. Alors, premier exemple. On va commencer par le cas le plus simple. On travaille sur un domaine fermé rectangulaire, autrement dit un produit cartésien d'intervalles ici. Si je trace
le domaine D ici, dans le plan X ou Y, eh bien, je vais obtenir X qui varie entre 0 et 2 et Y entre 0 et 1. Donc, j'obtiens comme domaine un domaine rectangle. Voilà, eh bien, c'est le cas le plus simple pour calculer notre intégrale double. Allez, c'est parti. Donc, grand I égale. Alors, je vais intégrer d'abord par rapport à... allez, je vais d'abord intégrer par rapport à X, puis ensuite par rapport à Y. Et puis après, on fera le contraire pour bien vous montrer que Fubini ne s'est pas trompé. C'est la même chose, on obtient le même résultat. Alors maintenant, ça veut dire ça que je vais d'abord intégrer par rapport à X. Quelles sont les variations, les bornes, autrement dit, de X? Eh bien, ici, elles sont données par le premier intervalle. Donc, X varie entre 0 et 2. Et quelles sont les bornes de Y? Elles sont données par le deuxième intervalle ici. Donc, Y varie entre 0 et 1. Voilà. Allez, donc maintenant, c'est parti. Je calcule l'intégrale au centre. Je vais peut-être aller ici. Donc, j'intègre en X. Ça veut dire que Y est une constante par rapport à X. Donc, primitif de X par rapport à X, c'est X2 sur 2. Plus primitif de Y par rapport à X, c'est comme si j'avais primitif de 3, c'est 3X. Donc là, ça fait YX. Et c'est X qui varie entre 0 et 2. Voilà. Et je n'oublie surtout pas les dx et les dy. Vous comprenez ici que là... pourquoi j'ai mis le dx? Pardon, excusez-moi, le dx, il n'y est plus, puisque j'ai fait mon calcul de primitive, là. Hop, ça part. Voilà, il ne reste plus que dy. D'accord? Voilà, donc c'est parti, ça donne intégrale de 0 à 1, borne du haut moins borne du bas, c'est x qui varie. Donc là, je vais avoir 4 sur 2, ça fait 2, plus, c'est x, d'accord? Donc 2y, moins la même chose en 0, ça va faire 0, hein, voilà. Donc il ne reste plus que ça. Et ça, c'est très facile, c'est une intégrale simple. Hein. Je pense que vous n'avez pas de problème avec cette intégrale simple. Donc j'obtiens comme résultat I égale, alors voilà, 2 plus 1 moins 0, donc ça fait 3. Voilà le résultat. Et bien maintenant, je vais faire le même travail, mais en intégrant d'abord par rapport à Y. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais bon, maintenant qu'on sait comment on fait pour intégrer par rapport à Y, pourquoi on s'embête à regarder ce qui se passe quand on intègre d'abord, voilà, d'accord, dans l'ordre différent. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc en fait, eh bien, tout simplement parce que dans certains cas, vous verrez par la suite, il sera plus intéressant d'intégrer d'abord par rapport à X, par rapport à Y et vice-versa. Voilà, donc ici, j'ai dit qu'on allait d'abord intégrer par rapport à Y cette fois-ci. Donc là, je vais avoir des X, donc je vais avoir 2 ici, et tac, 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 paf, je vais avoir ici l'intervalle de 0 à 1 de X plus Y, dy. Voilà, d'accord? Donc ça veut dire que j'intègre d'abord par rapport à Y. L'intervalle en Y, c'est 0, 1, d'accord? Voilà. Donc ça donne, paf, c'est parti. Donc l'intégrale de 0 à 2. Alors attention, cette fois-ci, j'intègre d'abord par rapport à Y. Ça veut dire que X, c'est une constante. C'est comme si j'avais 3, j'intègre par rapport à Y. 3, ça fait 3Y. J'intègre X, ça fait XY. Plus Y2 sur 2. Entre 0 et 1, voilà. J'obtiens donc l'intégrale de 0 à 2. Attention, donc là, c'est Y qui varie entre 0 et 1. Donc j'obtiens X plus 1 demi, moins la même chose en 0. Donc X plus 1 demi, et j'intègre en X, ce qui donne X2 sur 2, plus, oui, c'est ça, plus X sur 2, entre 0 et 2. Donc, grand I égale, attention, attention, 2 au carré, 4 demi, ça fait 2, hein, d'accord, plus 2 sur 2, qui fait 1. Ouf, moins 0, hein, ok. Donc, ça fait 3. Ça marche, on trouve le même résultat. Voilà, donc Fubini a, semble-t-il, raison. Enfin bon, il l'a démontré, hein, dans tous les cas. Hein. Nous, là, on vient juste de calculer un petit exemple comme ça, bien gentillé. Mais lui, il l'a démontré dans tous les cas de figure. Voilà. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant étudier, toujours dans le cas où nous avons affaire à un domaine rectangle, le théorème de Fubini, mais
lorsque nous avons affaire, un cas particulier, hein, lorsque f de xy est égal au produit g de x, h de y. D'accord? Donc ici, oui, je ne vous ai pas lu ce résultat-là. Hein. Bon, c'est en fait la généralisation de ce que je viens de vous raconter sur un exemple. Autrement dit, ici, si on intègre d'abord par rapport à x sur l'intervalle de x qui est AB, puis par rapport à y sur l'intervalle de y qui est CD, nous obtenons le même résultat lorsque nous intervertissons les y et les x. Donc faire bien attention ici, parce que si dans cette formule-là, vous faites dx, dy, c'est plus la même chose, parce que le x, à ce moment-là, il varie entre c et d, et le y entre a et b. D'accord? Donc là, c'est important de bien écrire, une fois qu'on a écrit les bornes ici, c'est important, l'ordre dx, dy est très important. Alors que ici, on a simplement écrit le produit cartésien des intervalles ABCD, peu importe que l'on mette dx, dy ou dy, dx. Hein. Là, on ne fait pas d'erreur. Là, oui. Si on échange les deux alors qu'on a posé les bornes sur les intégrales, là, on fait une erreur. Alors, oui, donc j'en reviens à mon cas particulier. Imaginons que je travaille sur un domaine rectangle. De toute façon, pour l'instant, on n'a étudié que les intégrales doubles sur un domaine rectangle. Et j'ai affaire à une fonction qui est le produit d'une fonction en x et d'une fonction en y. Alors, on appelle ça une fonction à variable séparable. Attention, hein, qu'avec le produit, c'est-à-dire si j'avais eu g de x plus h de y, là non, c'est plus une fonction à variable séparable. Une fonction à variable séparable, c'est lorsqu'on a le produit d'une fonction en x et d'une fonction en y. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais calculer cette intégrale double? Alors, imaginons que je calcule d'abord cette intégrale par rapport à x. D'accord? Donc sur l'intervalle AB. Et j'intègre ensuite par rapport à y sur donc l'autre intervalle, c'est-à-dire l'intervalle CD. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans l'intégrale du centre, comme j'intègre par rapport à x, h de y, c'est une constante. Par rapport à la variable x, c'est une constante multiplicative. Donc, je peux la sortir de cette intégrale. Je vais donc obtenir l'intégrale sur CD de h de y fois l'intégrale sur AB de g de x dx. Et j'intègre tout ça en y. Je mets de la couleur uniquement pour vous faire comprendre les choses. Hein. Après, c'est pas obligé de mettre de la couleur, c'est uniquement pour que ce soit plus simple. Alors maintenant, je regarde un petit peu ce que j'intègre. Qu'est-ce que j'intègre en y? J'intègre la fonction h de y fois cette intégrale-là, où x varie entre a et b. Ah ben ça, c'est une constante. C'est une constante tout court. D'accord? Eh bien, je peux donc la sortir de l'intégrale en y. Donc, qu'obtiens-je? Eh bien, j'obtiens que l'intégrale i, ça devient le produit des deux intégrales simples, l'une en x sur l'intervalle AB et l'autre en y, si vous voulez je la mets en rouge pour que ce soit plus clair, sur l'intervalle CD. Donc ce cas particulier est bien intéressant. Il vous dit quoi? Il vous dit que lorsque vous calculez l'intégrale double d'une fonction à variable séparable, c'est-à-dire d'une fonction qui est le produit d'une en x et d'une autre en y. Lorsque je calcule, attention, sur un domaine rectangle, ça c'est important par contre, il y a deux hypothèses ici qui sont importantes. Le fait que la fonction est à variable séparable, d'accord, première hypothèse. Et deuxième hypothèse, le fait que le domaine est rectangle. Et bien à ce moment-là, j'obtiens le produit des intégrales, l'une en x et l'autre en y, et vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à résoudre. Voilà. Alors, nous allons étudier un exemple. Voilà, donc ici, vous pouvez mettre sur pause, puis sur play pour avoir la solution. Alors, la solution,
Vous remarquez que votre fonction f de xy ici est à variable séparable. F de xy, c'est une fonction en x qui est sinus 3x et une fonction en y qui est tangente y. Deuxième chose, ici, le domaine sur lequel j'intègre est rectangle, puisqu'il s'agit d'un produit de deux intervalles fermés. Je peux donc appliquer mon cas particulier, qui dit alors que grand I, c'est le produit des deux intégrales simples. L'intégrale en x de sinus de 3x sur l'intervalle des x qui est 0π fois l'intégrale en y de tangente y sur l'intervalle pi sur 6, pi sur 3. Il ne me reste plus qu'à calculer ces deux intégrales simples. Alors c'est sûr qu'il va vous falloir réviser vos primitives. Alors si vous voulez, j'ai une vidéo de soutien que j'ai faite récemment pour les formations à temps plein. Je vous la mettrai en ligne. Comme ça vous fait réviser vos primitives. Donc primitive de sinus, c'est donc moins cosinus de 3x sur 3 entre 0 et pi, multiplié par... Alors, tangente y, c'est sinus de y sur cos de y. Donc, ça fait penser à la formule de primitive u' sur u, qui va donc donner ln de valeur absolue de u plus constante. Donc ici, votre u, c'est cosinus de y. Donc, votre i', y, c'est moins sinus y. Or, on a du plus sinus au numérateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par moins deux fois, une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur. Donc, on va obtenir moins, crochet, ln de valeur absolue de cosinus de y entre pi sur 6 et pi sur 3. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à faire borne du haut moins borne du bas. Attention, ici, on peut sortir éventuellement le moins 1 tiers. Comme ça, on ne fait pas d'erreur de signe. Donc, cos 3pi moins cos 0. Donc, fois, alors, moins ln de cos de pi sur 3. Bon, allez hop, ça fait un demi. Moins cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, cosinus 3pi, ça fait moins 1. Cosinus 0, ça fait 1. Donc ça fait moins 2 fois moins 1 tiers, donc ça fait 2 tiers. Facteur 2, allez, le moins on le distribue, hop. Donc ça fait ln de racine de 3 sur 2, moins ln de 1 demi. Et là, vous pouvez appliquer la formule ln de a moins ln de b qui est égal à ln de a sur b. Les 1 demi s'en vont. Donc grand I est égal à 2 tiers de ln de racine carrée de 3. Voilà, donc on peut laisser comme ça, ou après on peut dire que ln de racine de 3, c'est 1 demi de ln de 3, et donc ça fait 1 tiers de ln de 3, bon voilà, on peut laisser comme ça. Voilà, donc c'est bien pratique. Alors la suite, eh bien, suite au prochain épisode, je vais donc arrêter là cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.